Bienvenue à vous. Oui, oui. Avez-vous pu disposer du petit texte? Très bien, parfait. Donc nous nous demanderons, alors non pas qu'est-ce que la beauté, question banale apparemment, mais quel est le problème de la définition du beau? Car il y a un problème de la définition du beau. Je dis le beau, nous verrons pourquoi, je pourrais dire aussi la beauté, bon, ou de la beauté. Troisième partie, mais alors là, peut-être question un peu philosophique, pourquoi existe-t-il du beau? Qu'est-ce que serait le monde s'il n'y avait pas l'expérience, la rencontre du beau? On verra qu'il n'y a pas beaucoup d'autres concurrents que le beau comme grande catégorie. Hein. Il y a le réel, le vrai, le juste, l'agréable, et puis c'est presque tout. Avec ces quelques catégories, on a fait le tour de la conception du monde grec. Il y a de grands rapports à la réalité, le rapport à la vérité, le rapport à la justice, le rapport à l'agréable, peut-être ajouter à la justice le rapport à la sagesse ou au savoir, mais c'est à peu près tout. Alors, on essaiera de résoudre, parce que c'est un vrai problème, que cette réalité étrange qu'est le beau. Donc pourquoi, mon pourquoi a un sens final, hein, c'est pas le pourquoi, c'est pas le comment des scientifiques, c'est le pourquoi final, c'est-à-dire dans quel but y a-t-il quelque chose qu'on appelle la beauté dans le monde? Ou dans l'âme, on ne sait pas trop d'ailleurs, où est le lieu du beau? Plutôt dans l'âme, dans le monde, ou auprès des dieux. Donc pourquoi l'existence? Toujours je dis le beau, on verra pourquoi. Et enfin, et ça se comprendra quand j'aurai expliqué le titre, petite devinette là, pour l'honorable assemblée. Platon exclut de la juste cité, la cité idéale, sans doute ce chef-d'œuvre de l'art grec, cette invention proprement grecque, qui est d'après vous laquelle? Oui, c'est ça, absolument, la tragédie, le théâtre. Les autres arts se retrouvent évidemment ailleurs. Le théâtre, surtout le théâtre tragique, avec ses grands noms, Échille, Euripide, Sophocle, dehors. C'est tout à fait étonnant. Pourquoi? Alors il y a une raison qui est liée à l'essence du beau et à la puissance de l'art, à la puissance de ces choses, à la puissance des images. Alors là, le pourquoi sera plutôt un pourquoi scientifique. Ce n'est pas le pourquoi dans quel but, bien que ça peut aussi être ça, mais c'est pourquoi, pour quelle cause, à cause de quel danger présenté par l'art faut-il exclure le théâtre de la cité juste. Les ouvrages où Platon, par exemple, exclut les poètes ou parle du beau, seront cités au fur et à mesure, hein, évidemment. Hein. Donc pourquoi exclure le théâtre tragique? Pas la comédie. Hein. La comédie, elle peut rester. Elle n'est pas trop dangereuse. Et puis j'ajouterai une chose dont je vous parlerai à la fin, que j'ai découverte en préparant après coup la séance de ce soir. Donc ça n'est pas dans ce document, et quelque chose d'assez étonnant que je crois devoir dire pour montrer l'actualité de Platon, la grande actualité de Platon, concernant le pouvoir des images. Je vous dirai cela après, vous savez, on dit que nous sommes la génération enfin, humaine qui a été le plus entourée d'images de toutes sortes depuis que l'humanité existe, sans doute. Le cinéma, la photographie, la vidéo, enfin,
Et alors beaucoup de philosophes disent, ça y est, le réel a disparu. Beaucoup, hein. Deleuze, Baudrillard, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces noms-là. Tout est apparence, tout est simulation. Nous vivons dans un monde, alors c'est le grand mot qui surgit, virtuel. Le virtuel a remplacé le réel. Eh bien, je pense que Platon répond par avance à cette idée et il montre que tout au contraire, ce qu'on appelle, et peut-être allez-vous deviner la réponse, images de synthèse. Les images de synthèse, c'est exactement ce qu'avait prévu Platon, il y a très longtemps bien sûr, dans le Timée, ouvrage qu'on ne lit presque jamais, le Timée, n'est-ce pas, qui est le dialogue où il essaie d'imaginer la genèse du monde physique, la création du monde, de la nature. Le Timée de Platon. Petite précision, pour ceux qui ne connaissent pas bien Platon, la plupart des noms des ouvrages de Platon sont des noms de personnages. Timée est un personnage. Voilà, pour le plan. Alors, encore une fois, j'ajoute pour les personnes qui seraient rentrées en cours de route, n'hésitez pas, si des choses sont obscures, il y en aura beaucoup. Mais il faut qu'autant que possible que je fasse croire que je comprends ce que je dis. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, il faut que ce soit autant que possible un dialogue, hein, c'est le mot évidemment à employer quand on parle de Platon. Il y a seulement des personnes très cultivées dans l'Assemblée, et plus que moi. Alors le titre, Art fascinant et redoutable, il s'est un peu imposé à nous quand on a discuté avec Eliane Chartier pour intituler cette soirée. Et je crois que c'est le cas vraiment chez Platon. L'art, et cette conception chez Platon, elle a commandé les 2000 ans qui ont suivi. Hein. L'art est, en un mot, ambivalent. Il a deux valeurs. Il est fascinant, attirant, et d'un côté, il est repoussant, redoutable, il faut s'en protéger. Petite parenthèse, c'est un peu le cas aussi de l'artiste, qui est à la fois au centre de la cité, mais en même temps un personnage un peu solitaire et un peu marginal. Et comment ne pas faire allusion aux intermittents du spectacle, n'est-ce pas? Dont on se demande s'ils ne profitent pas trop du système, ils sont un peu à la marge. Est-ce qu'ils travaillent vraiment, ces gens-là, n'est-ce pas? Qu'on paye trop, et en même temps, sans la culture, qu'est-ce qu'une société? Qu'est-ce qu'une société humaine? Donc, n'est-ce pas, on retrouve un peu ce rapport ambivalent aux artistes, qui à la fois ne travaillent pas, c'est-à-dire, excusez-moi, le mot est fort, hein, mais je crois qu'il est platonicien, sont des fainéants. Ils font du néant, ils font des apparences. Ce sont des apparences, n'est-ce pas, qui nous entourent, des images. Et en même temps, sans lesquelles la cité ne tiendrait pas. Alors pourquoi? Alors c'est la première raison, parce que avant tout, les beaux-arts sont le moyen essentiel de l'éducation. Alors pour ça, il faudrait que vous lisiez, si vous en avez le temps, le livre 3 de la République de Platon, où il passe en revue tous les arts et il montre leur puissance pédagogique. Alors pour préciser un peu la chose, je vais, si vous permettez, lire un peu parce que c'est un peu plus précis que ce que je risquerais d'improviser. Donc c'est le second paragraphe du texte que vous avez entre les mains. Au livre 3 de la République, on lit par exemple que toute l'éducation des futurs gouvernants, les futurs gouvernants, hein, n'est-ce pas, quand on dit que c'est éducatif chez Platon, ça veut dire que c'est politique. L'éducation, elle conduit à la vie en commun, elle conduit à la vie politique. Eh bien, toute l'éducation des jeunes gens qui seront des futurs gouvernants doit, grâce à deux arts, alors au double sens du mot, parce que ce sont à la fois des techniques, des arts d'artisans, et des arts, des beaux-arts, des arts d'artistes. Et le mot est le même chez Platon. Hein. Eh bien, l'éducation doit équilibrer deux dispositions d'esprit, l'énergie, la rudesse, que Platon assimile de manière un peu, peut-être périmée, à la virilité, et puis la douceur,
la tempérance qu'il identifie à la féminité. Chose que nous pouvons sans doute contester avec aujourd'hui les fameuses théories au pluriel du genre, n'est-ce pas, qui montrent que les rôles sexués sont quand même fabriqués par l'éducation et qu'ils ne sont pas innés. Bon. Mais enfin voilà, entre parenthèses, ça veut aussi dire que dans chacune de nos âmes, il y a à la fois du masculin et du féminin. La rudesse, l'énergie masculine, et puis en même temps la douceur, la finesse, la tempérance féminine. Alors, pour équilibrer ces deux dispositions d'esprit qui sont en nous, nous disposons de deux grands arts qui sont à la fois art artisan et art d'artiste, n'est-ce pas? La gymnastique pour le corps et la musique pour l'âme. Alors je lis un peu. La rudesse, l'énergie, si elle est trop soumise à la gymnastique, devient brutalité. Quant à la douceur, si elle subit trop de musique, elle devient mollesse. Et particulièrement, Platon se méfie beaucoup de la flûte. Quand il commence à parler précisément de certains instruments, la cithare, la lyre, etc., il dit la flûte, très dangereux, la flûte. D'abord, pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'elle est capable de demi-tons qui font des choses un peu comme ça, trop sensuelles. Et puis, comme elle prend la bouche de celui qui en joue, elle empêche de modérer l'effet musical par des paroles. Alors qu'au contraire, la cithare et la lyre permettent à celui qui joue de ces instruments de commenter l'effet musical produit par les cordes de ces instruments. Donc, méfiance avec la flûte. Et tout ce qu'il appelle après le style, enfin, les mots ne sont pas ceux de Platon. Hein. Des modes musicaux qu'il appelle ioniens et lydiens. Je ne sais pas si vous avez... Mais ça rentre là-dedans, on se perd. Hein. Il y avait une doctrine, une théorie très raffinée des diverses... on pourrait appeler style, mode ou harmonie dans les arts, et surtout en musique. Donc dorien, phrygien, lydien, ionien, mais on n'entrera pas là-dedans. D'ailleurs, je ne suis pas compétent. Il faudrait être un professeur de musique averti pour en parler. Il y a un très bon historien. Alors, si trop de gymnastique rend la rudesse brutale, si trop de musique rend la douceur molle, qu'est-ce qu'il faut alors? Ah, ça c'est très important. Et on est vraiment au cœur de l'idée de Platon. Il faut équilibrer l'un par l'autre. Ni trop, ni trop peu. C'est le fameux mot d'ordre des Grecs. Hein. Médanagan, rien de trop. La modération. Comment? La modération. La modération. Voilà, pas d'excès. Il faut un peu de tout. Un peu, mais pas trop. Alors, trouver la bonne mesure. Et la bonne mesure, c'est comme la bonne tension d'une corde sur un instrument de musique. Il ne faut ni trop tendre la corde, ni pas assez, parce qu'après, le son n'est pas rendu. Ou encore, si vraiment vous vouliez une belle métaphore, à laquelle j'ai pensé aussi en préparant cette séance, c'est le mot bios en grec. Bios, ça peut se lire même si on ne connaît pas le grec, qui signifie la vie, la biologie, mais qui est aussi un mot qui signifie en grec l'arc. Et qu'est-ce que c'est qu'un arc? Un arc, c'est quelque chose qu'on doit tendre. Sinon, on ne peut pas envoyer la corde. Mais si vous tendez trop, vous cassez. Soit la corde, soit le bois, n'est-ce pas? Il faut donc trouver la bonne tension. Et ce sont des forces en sens contraire qui vont être ni trop peu tendues. C'est ça, à mon avis, la meilleure image de ce qu'on appelle la bonne tension, la bonne mesure platonicienne. Des forces contraires et qui trouvent le bon équilibre. Et c'est jamais facile à trouver. Il y a un art de cela, il n'y a pas une science de cela. C'est pas aussi simple qu'un calcul où vous avez trop ou trop peu.
une affaire d'équilibre. Et à ce moment-là, avec la bonne tension, je finis la lecture, en harmonisant donc gymnastique et musique, en trouvant entre elles la bonne tension comme dans des cordes ou comme dans un arc, la rudesse devient courage. Alors le mot grec est un petit peu embêtant, le mot pour dire courage en grec c'est andrea, et qui vient d'un mot qui signifie l'homme, l'homme viril. Comme si donc seuls les hommes au sens masculin étaient courageux. Bon, ça c'est le sexisme grec, hein, bon, on ne peut pas échapper à ça. Et la douceur devient, comme a dit Madame à l'instant, modération. Donc le courage et la modération sont toutes deux des résultats d'un équilibre subtil entre un peu de gymnastique et un peu de musique qui vont s'équilibrer. Et donc, je résume. Donc, tout ça vraiment pour insister, pour montrer que l'art chez Platon n'est absolument pas quelque chose qui est décoratif, qui vient après la formation d'un jeune, il est au principe de l'éducation. C'est dans l'éducation, dans l'école grecque, il est l'épine dorsale, n'est-ce pas? Du début à la fin, il forme les corps et les âmes des jeunes grecs, et en particulier des gouvernants, des hommes politiques. Dont on peut se demander chez nous s'ils ont fait beaucoup de gymnastique et beaucoup de musique. Le doute est permis. Donc, sans harmonie, l'âme sera donc alors sauvage, ce sera une énergie débridée, et lâche, ce sera une douceur qui ne sera pas contenue. La sauvagerie et la lâcheté, ou l'extrême mollesse d'une âme sans harmonie. Et au contraire, avec elle, l'homme devient, alors c'est étonnant, l'emploi de ce mot, parfait musicien. Alors j'ai même cité, n'est-ce pas, République 412a, c'est la section 412a, parce qu'il faut le dire tout de suite, chez Platon, la musique, certes, c'est l'art des sons, mais c'est beaucoup plus. Il y a un petit argument pour cela. Nous connaissons tous le nombre des muses. Elles sont 11. Mais y a-t-il une muse de la musique? À votre connaissance? Il n'y en a pas. Non. Il y a quelques-unes qui en font un petit peu terpsichore, je crois. Comment? La danse. Oui, alors il y a forcément, en principe, pas de danse sans musique. Mais ce n'est pas la muse de la musique. Et la réponse est simple, c'est pourquoi n'y a-t-il pas de muse de la musique? C'est parce que toutes les muses de la fête. Il y a Melpomène et Euterpe qui sont les plus proches de... Oui, oui. Mais aucune n'est spécifiquement la muse de la musique. C'est parce que toutes les muses sont les muses de la musique. La musique étant non pas simplement l'art des sons, mais, alors on va le voir un peu plus précisément dans la deuxième partie, la définition du beau, la musique, c'est l'art des beaux rapports entre les choses. C'est-à-dire l'harmonie au sens le plus général. L'harmonie étant, un peu comme on vient de le voir à l'instant, l'art de la bonne tension, les bons accords. Et ce qu'on voit déjà en musique. En musique, un son seul n'est pas beau. Ce qui fait qu'un son est beau, c'est quand il y a au moins deux, c'est un rapport entre deux sons qu'on appelle précisément un accord. Ce qui est beau, c'est l'accord. Ou alors, peut-être un son serait beau s'il est prolongé et qu'il y a en lui quelque chose qui se répète régulièrement, un rythme. Voilà. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec ces remarques platoniciennes. Platon peut avoir tort, hein, je ne prétends pas qu'il... Très bien. Vous avez un commentaire, monsieur? Oui. Non, pas par rapport à ce que vous dites, mais continuez, c'est intéressant. Mais Platon, oui, on peut ne pas être d'accord avec lui, évidemment, c'est évident. Mais plus tard. Très bien, quand vous le voulez. Parfait. Voilà donc la raison du titre. Première raison, l'art est un moyen éducatif. Et deuxième raison, mais je l'ai déjà sous-entendu, donc l'art éducatif, ou même éducateur plutôt, aussi bien du corps que de l'esprit, un véritable art de l'équilibre qui développe des qualités morales. On l'a déjà vu, le courage est une qualité morale. Maîtriser l'ardeur, maîtriser l'énergie, évidemment. Mais l'art est aussi
redoutable, et donc c'est le petit point qu'on développera plus tard. On le voit avec le pouvoir trop grand des tragédiens. Alors pour donner un seul petit argument, pour comprendre un peu peut-être ce pouvoir trop grand, vous savez, c'est ce qu'on appelle encore au théâtre de nos jours l'illusion scénique. Quand quelqu'un joue au théâtre, tant quelqu'un est mort, est tombé, s'il y a un peu de poussière sur le parquet et qu'il se met à éternuer, nous n'aimerons pas. Il faut qu'il fasse le mort. Nous savons bien qu'il n'est pas mort. Mais s'il se met à éternuer alors qu'en principe il est mort, ça ne va pas. Donc nous aimons bien que l'illusion soit maintenue jusqu'au bout, alors que tout ça est faux. Nous savons bien que tout ça est faux, n'est-ce pas? Ces gens ne sont pas... L'illusion. Alors qu'est-ce qu'une illusion? Alors on est presque déjà à la fin, c'est la principale raison pour laquelle les hommes de théâtre sont redoutables. Parce que l'illusion, c'est quand l'image, mais je vais juste le signaler, hein, on va l'expliquer un peu plus tard, c'est quand l'image ou l'imaginaire prend la place du réel. Et dans le texte que je vous ai proposé, qu'on lira un peu plus tard, il y a un mot grec qui dit ça. Je l'écris en grec aussi parce que c'est beau, les lettres grecques. L'art est un fantasma, un fantasme. Alors, avant que les psychanalystes reprennent ce mot avec leur propre signification, le mot a un sens beaucoup plus simple. Peut-être voyez-vous quelle sorte d'images sont les fantasmes, parce qu'il y a un mot français qui vient de là, qui est un peu différent, de fantasme, en même temps très proche. Pardon? Plus simple que ça encore. Un mot qu'on emploie pour parler de choses qui apparaissent, qui nous font peur, parce que... Comment? Les fantômes. Le mot fantôme vient directement de fantasma. Or, que sont les fantômes dans l'origine? Le fantôme, c'est le revenant. Quand cela? Dans les rêves. Le revenant dans les rêves. Alors, il y a une hypothèse qui laisse croire que les hommes primitifs auraient pensé à l'existence des âmes séparées, et donc peut-être à l'existence des dieux. C'est Épicure qui dit ça, petite parenthèse d'histoire de la philosophie. Épicure pense que nous aurions inventé les dieux comme des êtres redoutables à cause des fantasmes donc oniriques. Quand quelqu'un est mort, qu'on l'a vu mort, et lorsque nous dormons et que nous le revoyons en rêve, nous croyons qu'il nous a rendu visite, qu'il est revenu. D'où la crainte après d'être supérieur aux dames des morts qu'il faut honorer pour ne pas craindre leur vengeance, par exemple. Donc, le fantasme, nous en faisons tous l'expérience quand nous rêvons. Quand nous rêvons, il nous arrive de prendre ces images pour la réalité. Dans les rêves, nous pouvons nous demander, parfois ça arrive, est-ce que nous rêvons? Mais nous n'avons jamais la réponse dans le rêve. Il n'est pas possible, pendant le rêve, de savoir si nous rêvons ou pas. Alors je laisse de côté ceux qui prétendent qu'il y aurait des rêves lucides. Je n'ai jamais compris ça. Cette théorie qui dit que des personnes arriveraient à rêver et à savoir qu'elles rêvent. Je ne comprends pas. Enfin bon, peut-être dans certains cas pathologiques, mais mon humble expérience du rêve, c'est que quand je me réveille, je me dis parfois, mais était-ce la réalité ou pas? Et parfois, on regrette que ça ne soit pas d'ailleurs la réalité. Voilà, donc l'illusion comme image capable de se substituer au réel et de prendre la place du réel, et qui en quelque sorte fait disparaître le réel. Voilà, donc la raison du titre est de l'ambivalence de l'art. L'art à la fois éducateur, fondamentalement éducateur, rationnel. On verra que l'art est rationnel. Il apprend les bons rapports entre les choses, les rapports mathématiques, n'est-ce pas? Et en même temps, il est capable de nous faire perdre le sens du réel, de nous rendre fous, comme quand on est dans l'illusion. Alors, qu'est-ce que c'est l'art? Alors, pour Platon, l'art, ce sont les beaux-arts. Quand il parle de l'art, éducateur et de l'art redoutable, il s'agit des beaux-arts.
Alors, qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que la beauté? Nous pensons savoir, hein, ça, n'est-ce pas, ça dépend de chacun, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit souvent, c'est une émotion, n'est-ce pas, devant une œuvre, là, on regarde, et puis peu à peu, il y a l'émotion qui... Il ne faut pas que je me laisse distraire, hein, parce que on a envie de regarder. Bon. L'art fascinant. Alors, il faut que je vous raconte un petit épisode dans l'Hippias majeur, qui était un tout petit dialogue de Platon. Pourquoi majeur? Parce qu'il y a aussi l'Hippias mineur. Bon, deux dialogues. Et celui-ci est un peu plus grand et un peu plus important que l'autre. Qui est Hippias? Un artiste. Il fabrique et il en parle très bien. C'est un sophiste aussi. Donc il pratique la rhétorique, l'art de parler, qui est un art important pour Platon. On le verra d'ailleurs un peu plus tard. C'est peut-être même d'ailleurs pour ça qu'il faut chasser les tragédiens, à cause de leur rapport au texte. Ce qui n'est pas le cas du tout pour la peinture. Voici l'histoire, donc, ce passage plutôt, ce petit épisode. Socrate demande à Hippias, « Écoute, toi qui es artiste, tu dois savoir ce que c'est que le beau, puisque tu en produis. Alors qu'est-ce que la beauté ?» Alors Hippias est ravi de répondre, « La beauté? Mais la beauté, tout le monde sait ce que c'est. La beauté, c'est une jeune fille. » Si la réponse vous paraît un peu bizarre, nous le disons encore. Il nous arrive, enfin, je l'espère encore, quand nous voyons passer une belle jeune femme, n'est-ce pas, de dire « Oh, une beauté !» Je vois que vous approuvez. Donc, une jeune fille. Alors Socrate, avec son ironie habituelle, son art de faire croire, n'est-ce pas, qu'il sait. Bien sûr, Hippias, tu as raison, mais pas bien sûr, bien sûr. Tu n'as pas parfaitement raison. Une jument, c'est beau aussi. Alors, Hippias est un peu choqué. Tu passes d'une belle jeune fille à une jument. Une belle jument, on dit ça aussi parfois. Ah oui, bon, d'accord, oui. Tout ça pour dire, il y a d'autres beautés que la jeune fille. Au fond, ceci n'est pas une définition. Hippias ne donne pas une définition de la beauté. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un exemple. Et donc il confond ce qui est beau avec ce qu'est le beau. Mais bon, pour le moment, il ne comprend pas. Donc il est d'accord, la jument, c'est pas mal aussi. Une jument aussi. Et puis, alors, il faut que je me souvienne de l'ordre, parce que l'ordre est important. Oui, c'est ça, après. Socrate s'y prend avec beaucoup de précautions, et il ajoute après, et une marmite. On pourrait presque dire un pot de chambre. Hein. Une marmite, c'est beau aussi. Alors là, il s'énerve. Mais finalement, on fait des gestes comme ça. Une marmite, il y a des formes régulières. Il y a des anses de manière symétrique. N'est-ce pas? La belle jeune fille, la marmite. Ah bon, d'accord, oui, d'accord, on peut dire, là tu m'énerves beaucoup, Socrate, mais enfin bon, une marmite. Et là, il ne se rend pas compte, Hippias, qu'il se piège, parce que une marmite, c'est quand même le contraire d'une chose qu'on dit couramment belle. Mais elle est belle quand même. Et finalement, Socrate dit, et ne dit-on pas aussi que les déesses sont belles? Alors là, Hippias s'est battu, là. Il faut, ah ben forcément. Mais même tellement belles. Tu veux dire que par rapport à la jeune fille, par rapport aux déesses, n'est même pas belle? Ah oui, oui, non, non, ah non, mais c'est sûr. La déesse, elle est vraiment très, très belle. Alors Socrate, donc je résume Hippias, je résume. La jeune fille, tu dis qu'elle est belle, mais il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres choses qui sont belles, les juments. Première erreur. Deuxièmement, le contraire de la beauté, c'est beau aussi. Et par rapport à la déesse, la jeune fille n'est pas belle. Finalement, donc, la jeune fille est à la fois belle et pas belle, quoi. Elle est à la fois belle, mais
Par rapport à la jument, oui, peut-être, mais elle n'est pas belle par rapport à la marmite, parce qu'elle est beaucoup plus belle que la marmite, qui n'est pas belle par rapport à la jeune fille. Mais elle est beaucoup moins belle que la déesse. Donc à la fois beaucoup plus belle que la marmite, mais beaucoup moins belle que la déesse. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes, Hippias? Et il faut dire, donc, dans la suite du dialogue, Hippias ne comprend pas. Et donc le dialogue se termine par un certain désaccord entre Socrate et Hippias, raison pour laquelle on appelle ces petits dialogues de Platon donc des dialogues aporétiques, parce qu'ils se concluent sur une aporie. Aporie, donc, qui veut dire littéralement une impasse, une aporie. Voilà. Alors, est-ce que Socrate, lui, a une définition du beau? Mais oui. Parce qu'il ne poserait pas la question s'il ne connaissait pas la réponse. Hein. C'est un peu ça l'ennui de l'ironie de Socrate. Il feint d'ignorer pour mettre dans l'embarras ses interlocuteurs, mais depuis le début, il sait la bonne réponse. Bon. C'est ce qui a fait ce qu'il a fait critiquer par Nietzsche, par exemple, qui dit c'est un faussaire. Il se moque de nous, il est prétentieux, il connaît la vérité déjà. C'est pas un vrai dialogueur, il n'est pas franc, il n'est pas honnête. Bon. Alors, où se trouve alors, une petite indication, si vous lisez Platon, il faut ne jamais lire qu'un seul dialogue. Parce qu'en général, chez Platon, les réponses aux grandes questions qu'il pose sont dispersées dans plusieurs dialogues. Alors, par exemple, pour le beau, il y en a trois grands. Je vais citer le banquet, Phèdre, mais il faudrait aussi parler du Philèbe, mais on n'aura pas le temps. Bon. Et de la République. La République, donc, qu'on trouve, qui est très bien faite vraiment chez Garnier-Flammarion, avec des notes, et vraiment, il y a une nouvelle édition qui a remplacé celle qui datait d'une trentaine d'années chez Garnier-Flammarion, qui est vraiment très bien faite. Alors, que disent ces dialogues, surtout le Phèdre et le banquet? Alors, on trouve des éléments dans Hippias, mais ils ne sont pas vraiment rassemblés. Eh bien, il y a trois définitions du beau. Définitions. Et, écoutez, je ne pense pas qu'on puisse en trouver d'autres. Et ces trois définitions, elles résument les trois théories, les trois doctrines qu'on peut avoir sur le beau. Et ça dure depuis Platon, n'est-ce pas? 2000 ans à chercher ce qu'est le beau et à tourner autour des trois définitions que Platon a proposées. Alors lesquelles? Je vais peut-être effacer un peu. Alors c'est la nôtre d'abord, la première. Tout à l'heure, dans les rangs, quelqu'un a dit le beau c'était ce qui était émouvant, ce qui plaisait à chacun. C'est la première définition du beau. Définition, je vais peut-être prendre un autre feutre. Définition esthétique du beau. Le beau, c'est ce qui plaît à être senti. Donc le mot vient du mot grec aesthésis, qu'on a encore, n'est-ce pas, quand on dit qu'il y a une anesthésie. On désensibilise quelqu'un. Donc l'esthésis, c'est la sensation. Et beau, ce qui nous plaît quand on le sent. Avec quoi? Deux sens. Pas trois, hein, que deux. L'œil et l'oreille. Pas plus, pour Platon. Pourquoi l'œil et l'oreille? Et non pas, il n'y a pas d'art du goût. Tant pis pour les gastronomes. Alors on dit parfois un beau vin, oui, quand on le regarde, mais quand on le goûte, on ne dit pas « oh, il est beau ». On dit « il est bon ». On ne dit pas qu'il est beau. Ce qui fait que nous sommes platoniciens, totalement platoniciens. Quelqu'un verrait une réponse à la question de savoir pourquoi seuls l'oreille et l'œil sont les sens du beau esthétique? Parce qu'il y a encore il y a l'odorat, n'est-ce pas? Le toucher, bien sûr. Alors la raison que Platon ne dit pas trop, c'est Aristote qui le dira davantage, hein, c'est que ce sont les sens les plus intellectuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il sépare le plus ce qui est senti et la manière dont c'est senti, ou la manière
dont ce qui est senti est disposé, ce qu'on peut appeler la forme. Alors je le précise un petit peu au cas où ce ne soit pas très clair. Par exemple, pour la vue, lorsque nous ouvrons les yeux, aussitôt, il y a trois sortes de choses en un clin d'œil qui sont présentées à la vue. La couleur, la forme de l'objet, le contour si vous voulez, et la distance, la perspective si vous voulez. Ça se fait instantanément. Et ces trois propriétés sont chacune différente. Il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des... C'est très riche, n'est-ce pas, la vue. Et dans ces trois cas, je peux faire abstraction de ce qui est vu. Je vois, mettons, la couleur bleue de cette grande toile, abstraction faite du support. Je ne sais pas si c'est en bois, si c'est de la résine, si c'est du métal, peu importe. Je ne considère que le bleu. Abstraction faite de ce qui est bleu. Je jouis du bleu, pour lui-même. De même pour la profondeur et pour tout le reste. Notre capacité à séparer le support, la matière, le matériau c'est le support si vous voulez, et la qualité sensible, ou la forme sensible, elle est la plus grande pour l'œil et pour l'oreille. Alors pour l'oreille évidemment, hein, avec les divers sons qu'on peut entendre en même temps. On entend le timbre, la hauteur, enfin, toutes les qualités sonores que le musicien, il y en a quelques-uns parmi nous, n'est-ce pas, connaissent bien. En un instant, l'oreille perçoit toutes ces différentes qualités, indépendamment de savoir si c'est du bois, du métal, des cordes en ceci ou en cela qui produisent ces sons. Ce sont les sons pour eux-mêmes. Alors qu'au contraire, quand nous touchons quelque chose, il est très dur de séparer la qualité que nous touchons et ce que nous touchons. Quand quelque chose est chaud, c'est confondu avec, mettons, l'eau est chaude. Et je peux pas, c'est très dur de sentir le chaud indépendamment de l'eau. C'est une même chose que l'eau chaude à la main. La main n'a pas ce pouvoir d'abstraction, de séparation de la forme et de la matière qu'a l'œil et l'oreille. Voilà, alors bon, après je fais une petite parenthèse, vous pourrez lire sur toute une tradition de comparaison des arts de la vue et des arts de l'oreille, savoir si c'est les arts de la vue qui sont dominants ou les arts de l'oreille qui sont dominants, avec la fameuse doctrine de Luc Pictura Poesis. Il faut que la poésie soit comme une peinture. Mais bon, ça, ce serait un détail historique que je peux passer. Par contre, petite critique de notre manière de voir, si nous pensons qu'est beau ce qui nous plaît, et si nous ne faisons que dire cela, Platon nous dirait, vous confondez l'agréable et le beau. Et si vous confondez l'agréable, ce qui vous émeut, et le beau, alors vous perdez le beau. C'est-à-dire vous perdez justement les qualités intellectuelles du beau. Celle qu'on vient d'entendre dans la petite musique qu'on a entendue, par exemple. Là. C'était beau. Bon, un petit peu. Et ces qualités intellectuelles, elles nous permettent de faire une chose que le plaisir sensible n'est pas capable de faire, c'est d'être d'accord sur le plaisir que nous éprouvons. C'est au fond une chose que Kant a dit beaucoup plus tard, le philosophe Kant a dit beaucoup plus tard, mais Platon déjà avait dit, quand nous éprouvons du plaisir pour quelque chose, comment savons-nous qu'autrui aussi en éprouve? Eh bien, nous n'en savons rien. Quand je souffre, quand j'éprouve du plaisir, ou quand autrui éprouve du plaisir ou souffre, que sais-je? Qu'est-ce que j'éprouve de son plaisir ou de sa douleur? Rien. Même dans l'intimité, n'est-ce pas? Quand nous demandons à notre époux, à notre épouse, alors, chérie, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était bon? Elle répond, bien sûr, mais nous ne savons rien. C'est peut-être mieux. Enfin, de même, quand nous mangeons un plat, n'est-ce pas, que savons-nous du plaisir, de la saveur d'un bon vin? Nous devons croire autrui. Nous ne pouvons pas sentir le plaisir qu'éprouve autrui. C'est impossible. Sauf dans le cas du beau. Lorsque nous éprouvons du plaisir devant une œuvre d'art, nous ne pouvons pas comprendre qu'autrui n'éprouve pas aussi ce plaisir. Donc d'emblée,
Le plaisir esthétique n'est pas que du plaisir, il se veut en même temps autre chose, c'est ça le beau. Un plaisir qui se voudrait, employer un mot philosophique, n'est-ce pas, qui se voudrait universel. De même pour les sons de la musique n'est pas agréable, elle est belle aussi, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on n'aime pas Mozart, par exemple. Tout le monde devrait aimer Mozart, même si les personnes n'aiment pas bien Mozart, ce qui peut arriver aussi. Ça introduit la notion du goût aussi. Exactement. Alors voilà, ça c'est la grosse coupure, ça. Excusez-moi. Oui, oui. Alors c'est ça, dans l'histoire de la file de... On peut laisser de côté. Oui, On peut laisser de côté parce que c'est secondaire oui. par rapport au propos. Alors ça c'est ce que j'aurais, enfin ce qu'on pourrait dire à la fin. Je dis en un mot, là, très bonne intervention. On le sent un peu déjà maintenant pour Platon. Le beau, c'est un chemin vers le vrai. C'est un moyen pour atteindre le vrai, la vérité. C'est un mot un peu bizarre, vérité, on va préciser. Hein. Eh bien, à partir du XVIIIe siècle, au contraire, et avec le philosophe Kant, c'est lui, hein, c'est à cause de lui si vous voulez, grâce à lui, je ne sais pas. Mais Kant a démontré que le sentiment du beau ne nous faisait rien connaître de ce qu'était la chose belle. Éprouver le sentiment du beau, c'est établir un certain rapport entre nos facultés mentales, principalement entre l'imagination et l'intelligence. Donc il dit qu'il y a un jeu entre l'imagination et l'intelligence quand nous contemplons du beau, mais ce sentiment du beau est purement subjectif, c'est justement le goût. Avoir du goût, c'est éprouver le sentiment du beau, mais le beau n'est nulle part ailleurs qu'en nous. Comme on dit de manière banale, le beau n'est pas dans la chose regardée, elle est dans le regard. C'est une façon un peu commune d'exprimer l'idée du... Voilà. Alors là, c'est la grosse coupure. Et là, Platon est abandonné. C'est une satisfaction de l'être, le goût. Universelle. Satisfaction qui n'est pas qu'un plaisir, qui se veut universelle. Mais alors, si vous dites satisfaction, quel est son rapport avec la vérité? Voilà. Alors pour Platon, il faut qu'il y en ait un, on va le voir tout à l'heure, mais à partir de Kant, et justement des théories du goût, c'est la grosse coupure. Et après, le beau devient une affaire subjective. Mais en même temps, alors Kant reste platonicien, en même temps, et c'est le grand paradoxe de Kant, et Kant dit, ce paradoxe, cette contradiction, elle est insurmontable. C'est l'honnêteté de Kant de le reconnaître. Il dit, l'expérience du beau est contradictoire, elle est à la fois subjective, c'est un sentiment de goût que je ne peux pas prouver ni définir, et en même temps, elle est universelle. Contradiction, oui. Alors c'est l'intérêt de Kant de prendre au sérieux la contradiction et de ne pas la résoudre. Puis le goût Voilà. historique, ça aussi. Mais ça, c'est encore une autre question. Il se développe différemment selon Oui. les cultures, selon... Mais tant que ça reste du goût, Voilà. ça reste dans la même conception d'une chose subjective. Voilà, bien sûr. Voilà, j'ai terminé la petite critique de la conception contemporaine trop fréquente du beau. Le beau, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'émeut. Cette conception-là réduirait le beau à l'agréable. Et donc, ferait perdre les critères du beau. À ce moment-là, tout ce qui serait agréable, pour moi, serait de l'art ou du beau. Mais alors, si tout est agréable, et si tout est du beau pour moi, plus rien n'est du beau, plus rien n'est agréable. N'est-ce pas? Parce que autant d'individus, autant d'agréables. Alors c'est ce qu'on appelle un relativisme généralisé. Il n'y a plus une objectivité ou une universalité du beau. Très bien. Première définition, mais ce n'est pas la seule, et c'est peut-être la moins importante pour Platon. Il y a du plaisir, mais ce n'est pas ça l'essence du beau. Deuxième définition, le beau, c'est la définition qu'on peut appeler classique. Donc c'est le point C, dont on a déjà dit un petit mot. Le beau, c'est l'harmonie. Alors maintenant, définition un peu précise de l'harmonie. Qu'est-ce que c'est l'harmonie? Mais ce n'est pas très compliqué. C'est de la géométrie. L'ordre, la mesure, la proportion. Tout ce qui est ordonné, mesuré, proportionné est beau. Tout ce qui est désordonné, disproportionné, démesuré est laid. Critère
critères géométriques, hein, chez Platon. Et donc je pense que le design contemporain, on parle du design, vous savez, là, cet art contemporain, le partage. Je pense que le design contemporain est platonicien. Si on se limite même à ce qu'on appelle le mobilier, n'est-ce pas, le design du mobilier, qui n'est pas le seul, il y a le design de l'espace, etc., bien sûr. Donc design, je précise peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce mot anglais, qu'on emploie parce qu'on n'a pas en français un mot pour dire deux choses différentes. Le dessin, c'est-à-dire la belle forme, ça c'est l'art, bien sûr, mais aussi le dessin avec un E, la fonction technique. Et le design, c'est l'unité des deux. C'est à la fois une belle forme et une fonction technique réussie. Par exemple, je ne sais pas, la DS Citroën 9 de mon père quand j'étais jeune. Fonction technique merveilleuse, n'est-ce pas? L'aérodynamisme de la DS Citroën était optimum. Et forme admirable. Qu'on ne dise pas suppositoire, non, une belle forme. Très belle forme. Enfin, je trouve, n'est-ce pas? Eh bien, le design est platonicien. La forme est belle quand elle est harmonieuse, proportionnée, ordonnée, symétrique, etc. Je le crois, enfin. Si vous prenez des exemples, je pense que vous le reconnaîtrez. Ah oui, alors petite note. Cette beauté, elle a un rapport direct avec le vrai. C'est pour ça qu'on l'appelle beauté classique. Ça, c'est un rapport avec le plaisir. Celle-ci a un rapport avec le vrai. Parce que qu'est-ce que c'est que le vrai? Petite définition. Le vrai, ce sont des rapports entre les choses. Pas n'importe quel rapport. Des rapports nécessaires. Quand une chose est en rapport nécessaire avec une autre, alors je connais une vérité. Tout bêtement, je fais un rapport entre le chiffre 2 et le nombre 2 et le nombre 3. Un rapport précis, par exemple l'addition. Eh bien, si je dis que c'est 5, j'ai trouvé le bon rapport. C'est aussi bête que ça, n'est-ce pas? Par contre, si je dis que c'est 6, c'est le mauvais rapport. 2 plus 3 n'est pas égal à 6. Un peu compliqué un petit peu, mais vous voyez, c'est toujours déjà, que ce soit après en géométrie, en arithmétique et dans les raisonnements, ce qu'on appelle les raisonnements, les raisons, n'est-ce pas? Quand on utilise sa raison, ce sont toujours des rapports où il y a ce qu'on appelle cette petite barre, là, quand on était à l'école primaire, vous savez, la barre qu'on appelle la barre de déduction, que les enfants ont appris à marquer quand ils posent des chiffres. C'est une barre très importante parce que c'est le moment où on va dire « donc ». C'est la conclusion. Et ce « donc » signifie « ce rapport est nécessaire ». Ce rapport que j'ai établi là, c'est bien ça, et non pas autre chose. Alors ça englobe évidemment tous les rapports qu'on peut percevoir dans le monde, hein, aussi bien entre les étoiles, dans l'astronomie, dans les mouvements des corps, etc., bien sûr, en physique. Et déjà, vous voyez, on comprend que le beau prépare à la vérité. Celui qui est habitué à regarder des œuvres d'art, des belles formes, se prépare à avoir des beaux rapports, rapports de couleurs, rapports de lignes, rapports de profondeur, des perspectives. Et dans la musique, évidemment, on saisit des rapports. Il y a les bons rapports consonants et les mauvais rapports dissonants. Et Platon n'est pas prêt à admettre qu'un peu de dissonance, ça met en valeur la consonance. Non, pas encore. Mais plus tard, ça sera fait. Hein. Bon, bien sûr. Et alors, malheureusement, il faut le dire, une phrase qui est très célèbre, et je crois qu'il est citée d'ailleurs dans l'article qui rend compte de l'exposition de Jean Quiras, la phrase de Platon qui dit « la beauté et la splendeur du vrai » n'est pas chez Platon. Elle n'est pas chez lui. On ne trouve nulle part cette phrase-là. La plus proche, c'est dans le Phèdre. Alors j'ai donné la référence, si vous voulez, 250b pour les érudits, si vous voulez voir. On trouve une expression qui est très proche, 250b, où il dit « quand la beauté était auprès des dieux », donc on va le voir pourquoi, elle était d'abord auprès des dieux, eh bien, elle était resplendissante, c'est ça, splendide si vous voulez,
à voir. Alors si elle était splendide et resplendissante à voir, il y a un petit rapport avec la vérité, sans doute. Parce que pour les Grecs, voir et savoir, c'est pareil. C'est le même mot. Le mot pour dire voir, c'est idéin, qui a donné le mot idée. Alors, on pourrait commenter, mais ce n'est pas la phrase. La phrase exacte, c'est seulement que la beauté, quand elle était auprès des dieux, était resplendissante à voir, ce qui implique que quand elle va tomber dans les corps, là où nous sommes, on ne la voit pas bien. Il faut la chercher du regard. Il faut contempler, c'est difficile. Et puis enfin, troisième et dernier attribut, le beau, c'est ce qui est bien. C'est un rapport avec le bien. C'est donc le beau qu'on peut appeler moral. Et c'est, je crois, l'attribut le plus important pour Platon. Il faut que le beau rende meilleur. On dit parfois la musique nous rendra meilleur. Et, la musique adoucit les mœurs, des choses comme ça, n'est-ce pas? Alors je précise sur le papier que vous avez entre les mains, c'est pour ça que Platon refuse la théorie de l'art pour l'art. L'art ne doit pas être, excusez-moi, cher ami, uniquement la satisfaction de l'être. Un simple plaisir. Il doit nous rendre meilleurs. Alors il y a un mot, vous savez, que les Grecs ont bâti, la kalokagatie. Il est dans le document. Hein. Kalos, donc, pardon. Kalos, c'est le beau, et agathos, le bon. Le prénom Agathe, c'est la bonne, celle qui a de la bonté. Et il y a un seul mot, ils ont fondé un seul mot, la kalokagatie. Le beau, c'est le bon. C'est un couple indissociable. Autrement dit, pour un grec, la beauté physique et la beauté morale, l'apparence sensible et la profondeur de la valeur personnelle sont un. Chez les jeunes gens d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Je me rends compte qu'ils aiment bien, dans les films, les jeunes gens, que le méchant soit beau. N'est-ce pas? Il y a le thème du scélérat, mais diabolique, mais peut-être beau comme le diable, hein, vous savez, la beauté du diable. Alors ça n'est pas du tout platonicien. Normalement, dans les contes bien faits, n'est-ce pas, le méchant, il est moche, et le gentil, il est beau. Rappelez-vous, n'est-ce pas? Rappelons-nous les histoires de notre enfance. Le monstrueux, c'est le méchant. Barbe bleue. C'est affreux. Mais, j'ajoute, n'est-ce pas, dans mon petit texte, là, il faut dire que Platon n'était peut-être pas très grec parce qu'il pensait qu'il fallait parfois dissocier l'apparence belle et la beauté intérieure, ce qu'on appelle la valeur intérieure, morale de la personne. Hein. Ce qu'on appelle beauté intérieure, au fond, c'est la valeur morale. Et d'abord, ça commence par Socrate, qui était laid. Socrate était moche. Et ça s'appuie sur une doctrine qui dit que le corps est un fardeau. Le corps est un tombeau. C'est un jeu de mots que les Grecs faisaient, n'est-ce pas? Soma, séma. Soma, le corps, et séma, le tombeau. Le corps est un tombeau. Alors, je vais expliquer, enfin, on va voir tout de suite que une prison. Platon dit à un moment, l'âme est comme un pilote dans un navire ou dans un navire ou dans une. Il n'est pas uni à son navire. Il y a une dualité. Et donc on peut laisser tomber le corps comme on laisse tomber son navire ou sa chemise. Alors, ceci s'oppose évidemment à toute une théorie philosophique ultérieure qui dira qu'au contraire, nous sommes notre corps, on ne peut pas séparer notre sensibilité et notre âme. Oui. Voilà donc les trois définitions du beau qui donnent lieu à trois grandes théories du beau qui se sont combattues pendant toute
toutes les années, les 2 millénaires précédents, chacune voulant l'emporter sur l'autre, sans qu'aucune ne triomphe, parce qu'on ne peut pas ramener l'agréable au vrai, ni les deux autres au bien ou au bon. N'est-ce pas? Ce sont des catégories qui sont séparables, différentes, même si elles sont des absolus. C'est comme s'il y avait plusieurs absolus chez Platon. Hein. Le vrai, l'agréable, le bien sont des absolus séparés, et le beau a un rapport avec ces trois. Bon, on pourrait s'arrêter là. Hein. Voilà. Nous savons maintenant ce qu'est le beau chez Platon. Bonne soirée. J'en profite pour avoir une satisfaction non esthétique. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là. Parce qu'on ne voit pas pourquoi il y a du beau. Qu'il y ait du vrai encore, on pourrait comprendre. Il faut, dans le monde sensible, trouver des choses qui ne soient pas uniquement agréables, des rapports qui soient nécessaires, qu'on comprenne par la raison. Mais pourquoi le beau? Et alors, en répondant à cette question, nous allons voir que la doctrine du beau chez Platon est très éloignée de la nôtre quand même. Que ça dépasse de beaucoup une simple affaire d'œuvre d'art. Ce n'est pas uniquement l'artiste dans son petit domaine qui va produire des œuvres d'art, et à côté, la vie sociale et personnelle continue. C'est toute la vie humaine qui dépend de l'expérience du beau. Donc, troisième partie. Pourquoi l'existence du beau? Alors, il faut raconter ici des mythes. Alors peut-être parmi vous, certains pensent que c'est une faiblesse de la pensée que d'avoir recours à des mythes. Oui, parce que Platon est le premier à dire que les mythes ne sont pas vrais. Ils ne sont que vraisemblables. Ils ne prétendent pas à la vérité. Par contre, autant il condamne les mythes comme source de connaissance, de science, autant il dit que quand le philosophe ne peut plus définir et ne peut plus démontrer, alors il peut recourir au mythe. Et donc il dit que le mythe, c'est le dernier recours du philosophe quand il ne peut plus savoir, quand il ne peut plus prouver. Donc on entre dans un domaine vraisemblable qui est souvent celui des choses fondamentales, hein, l'origine de toute chose, la fin de toute chose, qu'on ne peut pas connaître mais qu'on peut au moins raconter sous forme d'un mythe. C'est important de dire cela. Hein. Platon à la fois condamne le mythe et en même temps le met au-dessus de la philosophie, comme le dernier recours de la philosophie. Et il invente des mythes d'ailleurs. Hein. Dans ses œuvres, plusieurs mythes sont inventés. Celui que je vais vous raconter, par exemple, le mythe de l'âme. Que sont les âmes? Si on se contente de les saisir dans un corps, dans notre corps, dans le corps des autres, on ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre le corps et l'âme, justement, comme nous venons de le dire. En vérité, au début, alors à l'origine, hein, avant qu'il y ait du temps et de l'espace et de la matière, les âmes étaient auprès des dieux. Et que faisaient les âmes auprès des dieux? Elles banquetaient. C'est d'ailleurs le titre d'un beau dialogue de Platon, dont on va parler, le banquet. Et qu'est-ce qu'on peut manger quand on est à la table des dieux? On mange des idées, des belles idées, comme le vrai, le juste. Le juste, c'est un rapport. Hein. Là aussi, il y a beaucoup de rapports entre la vérité et la justice. Par exemple, rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est la justice. Donc si on doit beaucoup à quelqu'un, on rend beaucoup. Si on doit moins, on rend moins. N'est-ce pas? Punir le méchant, récompenser le bon, ce sont des rapports. Avec la bonne mesure, la bonne proportion, ne pas trop punir, ne pas trop récompenser, etc. Bon. Donc le vrai, le juste, et le bien, qui est l'idée suprême. Et alors, eh bien, tant qu'elles sont auprès des dieux, elles sont parfaitement heureuses. Et puis il se passe quelque chose que Platon ne détaille pas trop. Il n'y a pas de théorie du péché originel chez Platon. Mais il y a une cassure, quelque chose se passe, et les âmes tombent. Donc ce n'est pas la chute des corps, c'est la chute des âmes.
Et les âmes tombent dans quoi? Dans des corps, justement. L'âme tombe dans un corps, et s'étant incarnée, elle oublie tout ce qu'elle a appris. Alors il y a un jeu de mots qu'on pourrait faire là, mais qui n'est pas chez Platon. Là, on ne trouve pas. On dit que l'âme a traversé un fleuve qui s'appelle le Léthé. Le mot signifie oubli, le fleuve de l'oubli. Et le mot grec qui signifie vérité est bâti sur ce mot-là. Aletheia, ça veut dire le désoubli. Donc apprendre la vérité, c'est se rappeler de ce qu'on avait su auprès des dieux. Car au fond, mesdemoiselles, messieurs, mesdames, messieurs, plutôt, mesdames, messieurs, nous savons tout. Mais nous ne savons pas que nous savons tout. Parce que nous avons tout oublié. Et donc on passe son temps sur Terre à se rappeler ce que nous avons appris auprès des dieux. En tout cas, quand l'âme arrive dans les corps, elle tombe dans l'agréable et dans l'utile. À cause de quoi? Ben, à cause du corps qu'il faut faire vivre. Alors il y a des pages presque drôles de Platon dans le Phédon, au début du Phédon, où il dit « Avez-vous remarqué le temps que nous passons à nous occuper de notre corps pour le nourrir, le loger, le laver, le faire dormir? C'est effrayant. » Et il dit même « La plupart des hommes sont morts vivants. Ils sont morts. » Comment ça? Oui, ils sont morts parce que leur âme est au service de leur corps. Donc c'est le monde à l'envers. Alors que l'homme vivant, c'est l'homme dont le corps est au service de l'âme. Et là, il y a une vie de l'âme. Et pourquoi elle est faite, l'âme? Eh bien justement, elle est faite pour les choses qu'elle contemplait quand elle était auprès des dieux, pour le vrai, le juste, le bien. Problème. Comment faire pour détourner une âme qui est enfouie, incarnée dans un corps, soumis à l'agréable et à l'utile, qui est obsédée par le bien-être corporel? Comment faire pour la détourner de l'agréable et l'utile et pour la retourner vers le vrai, le juste, le bien? C'est le problème qui a été posé aux dieux quand ils ont créé l'âme humaine. Quelqu'un voit-il la solution? Problème, n'est-ce pas? Il y a donc le vrai, le juste, le bien, qui sont des idées, je vais définir ce que c'est le mot idée, hein, des choses insensibles. Peut-être même je vais le faire maintenant, ce serait peut-être le bon moment. Le vrai, le juste, le beau, le bien sont des idées. Alors qu'est-ce qu'une idée pour Platon? Eh bien, par exemple, le beau est une idée. Rappelons-nous tout à l'heure ce que disait Socrate à Hippias. Le beau, ce n'est pas la belle jeune fille, ce n'est pas la jument, ce n'est pas la déesse, ce n'est pas la marmite, c'est ce qu'il y a de commun à tout ça. Des formes régulières, harmonieuses. Et il dit, une idée, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Par exemple, une chose belle, c'est toi, n'est-ce pas, ces choses belles, ne pourraient pas être belles si n'existait pas l'harmonie des couleurs, des formes, des lignes. Et donc le beau est plus réel que les choses belles. Les choses belles ne pourraient pas être belles s'il n'existait pas l'idée du beau. Alors évidemment, pour nous, pour quelqu'un qui est immergé dans le sensible et qui croit que n'existe que ce qui est corporel, c'est incompréhensible. Mais au fond, en réfléchissant un peu, on peut quand même penser que Platon a raison. Même pour ceux qui vivent dans les corps, lorsqu'ils nomment les corps, lorsqu'ils en parlent, ils emploient des termes qui signifient qu'ils voient dans les corps des choses qui ne sont pas corporelles. Quand ils disent qu'un corps est un, qu'il y a trois corps, où sont les nombres? Qu'ont-ils de sensible? Et puis bon, les formes qu'on voit, la symétrie, où est-elle? C'est un rapport, la symétrie. Donc voilà ici des idées qui sont insensibles, complètement insensibles, parce que ce sont des purs rapports. Ici, on est plongé et on a affaire à des qualités sans rapport. On cherche des choses, la chose agréable pour nous satisfaire quand on a faim, l'eau pour boire, la nourriture pour manger, la couche pour dormir. N'est-ce pas? On est pris dans les besoins, dans les nécessités corporelles. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait entre les deux
une médiation, un intermédiaire, pour amener l'âme à se détourner de l'agréable et à se retourner vers des idées qui sont, elles, insensibles. Peut-être avez-vous deviné ce qu'il faut. Il faudrait quelque chose qui soit à la fois comme une idée, un rapport, mais qui soit en même temps sensible, comme l'agréable et l'utile sont sensibles, surtout l'agréable et le plaisir. Qui soit à la fois esthétique, mais en même temps qui soit constitué de rapports. Eh bien, c'est exactement ça, l'idée du beau. L'idée du beau, c'est ce qui est à la fois sensible, parce qu'il n'y a pas de beau sans sensibilité. Le beau s'offre toujours à l'œil et à l'oreille. Toujours. Quelqu'un qui est aveugle ne peut pas apprécier la peinture. Enfin, il y a eu un Beaubourg des photographies faites par des peintres aveugles de naissance. Je pense qu'on s'est un peu moqué d'eux. Enfin, c'est mon avis. Je ne comprends pas ce que veut dire photographie pour un aveugle de naissance. Alors on dit qu'ils sentent la présence de quelque chose, ils prennent la photographie. Enfin, je ne comprends pas. Bon. Donc, le beau est sensible. Mais en même temps, le beau, c'est autre chose, c'est un rapport. Donc l'idée du beau, c'est une apparence qui est en même temps sensible et en même temps, on peut dire, non sensible, rationnelle, parce qu'elle est faite de rapports. Bon, je sais pas, si vous me permettez de me prendre comme exemple, lorsque vous observez mon modeste organisme, vous pouvez, par un axe de symétrie, n'est-ce pas, le diviser en deux, c'est en gros symétrique, quoi. Un œil de chaque côté, une oreille de chaque deux bras, deux jambes, n'est-ce pas? Et Platon s'amuse à dire, par contre, quand j'ouvre à l'intérieur, c'est un peu le chantier. Pancréas, foie, les boyaux. Et donc il dit, la nature a trouvé plaisir à paraître belle. La beauté, c'est l'apparence. L'apparence harmonieuse. Bon. Alors, premier élément de la réponse, nous savons maintenant que pour pouvoir détourner le corps et le retourner vers sa patrie natale, n'est-ce pas, le faire aimer le vrai, le juste, le beau, il faut qu'il rencontre le beau. Oui. Mais qu'est-ce que c'est qui va le pousser vers le beau? Il est tellement... Oh, il a faim, il a soif, puis il a les besoins. Pardon? Il faudrait une force très très grande dans l'âme. Il faudrait que les dieux mettent dans l'âme une force très très grande qui soit à la fois la plus sensible, qui nous donne le plus de plaisir, qui soit la plus agréable, si vous voulez, mais en même temps, qui nous emmène vers ce qui est le plus abstrait, quoi, vers le vrai, le juste, le beau. La capacité d'organiser le monde, de vivre des fonctionnalités, etc., des rapports, c'est compliqué. Je sais pas. Êtes-vous convaincu par la réponse qui vient d'être donnée, la réponse qui est l'intelligence? L'intelligence serait trop faible pour Platon. La raison ou oui. Il faut une force qui nous prenne aux tripes, si je puis dire. L'amour. 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 Les dieux, et merci beaucoup, les dieux ont mis dans l'âme des êtres humains l'amour pour nous faire détourner du plaisir, pour nous envoyer, nous diriger vers le plaisir, pas n'importe quel plaisir. Un plaisir qui va nous emmener, ce sera plus fort que nous, par degrés. Alors, il y a précisément 7 étapes dans le banquet, si vous voulez, je les ai indiquées dans le texte que vous avez sous les yeux. Hein. Donc c'est, non pas dans le mythe de l'âme, mais le mythe de l'amour, dans le banquet, les 7 étapes par lesquelles l'âme va, peu à peu, se détacher du corps pour aller vers le vrai et le bien. Et l'amour, c'est un désir extraordinaire, c'est un désir, n'est-ce pas, une force. C'est à la fois la plus sensible, à cause de la sexualité. Donc au début, ça commence, Platon le dit, l'amour, c'est d'abord l'amour du corps. Alors je précise, le mot, évidemment, c'est le mot grec éros, qui est donné érotisme, c'est l'amour sexuel. Ce n'est pas le mot agapé, ce n'est pas l'amour du cœur, l'amour chrétien. Agapé, l'amour chrétien.
Donc l'amour du corps, et là Platon est très cru, hein, très concret, il raconte ce qui se passe, les échanges de sécrétions, enfin la fureur de l'amour qui emporte. Bon. Mais tout passe, tout casse, tout lasse, n'est-ce pas? Les nuits d'amour ne durent jamais une nuit entière, ça c'est une blague, ça non, bon. Et, donc, et pourquoi? Alors, important de le dire maintenant, et c'est ce qui fait que l'amour platonicien n'est pas du tout l'amour chrétien. L'amour pour Platon n'a qu'un seul objet, précisément le beau. Mais on ne sait pas qu'on aime le beau. Au début, j'aime un corps beau, enfin un beau corps. Un corps sage, si vous voulez. Bon. Mais je ne sais pas que c'est parce qu'il est beau que je l'aime. Je crois que j'aime ce corps. Mais ensuite, je suis déçu. Là, il faudrait préciser comment. Platon dit, il faudrait ajouter un deuxième mythe après que, toujours dans le banquet, il faudrait qu'une personne accepte de se lever pour montrer ce qui se passe quand on commence à accepter. Très bien. Acceptez-vous de venir ici? Merci beaucoup. Merci. En plus, vous êtes une dame. Non, et moi, je suis un monsieur, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Acceptez-vous de vous retourner? Oui. Voilà. Vous ne risquez rien. Vous écartez vos bras, comme ça. Et voilà. Et voici l'androgyne primitif, n'est-ce pas? Ce qu'étaient les corps des hommes à l'origine. Et donc, il s'est passé... je vous remercie. Merci. Bah, voilà. Comme nous étions, comme Madame et moi, donc des androgynes, des êtres complets, nous pouvions nous diriger à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans toutes les directions. Cette grande mobilité faisait des hommes des êtres dangereux. Et donc les demi-dieux, là, dont j'ai oublié le nom à l'instant, je ne sais plus comment on les appelle, ont décidé de se protéger des hommes qui risquaient de les renverser et les ont coupés en deux. Cette dichotomie fait que est à l'origine de la sexualité. Nous passons notre vie à chercher notre moitié. Et quand on cherche sa moitié, quand deux corps se rapprochent, qu'est-ce que ça donne? Un autre corps. Alors d'abord, ça donne un seul corps dans l'acte sexuel, deux corps sont unis, dans l'acte érotique, mais ça fait aussi un enfant. Et donc, Platon dit, vous voyez bien ce que fait l'amour. L'amour, il fait de l'un, de l'unité. De deux corps, il fait un. Toujours retrouver l'unité. Il est amoureux de l'unité, mais il ne le sait pas. Et donc après cette première étape, qui est l'unité des deux corps, dans l'enfant et dans l'acte physique, il y a une déception parce qu'on ne trouve pas dans le corps ce qu'on cherche, qui est le beau. Donc on va le chercher ailleurs. Où ça? Ben, tout de suite dans l'âme. Donc l'amour de l'âme. Et qu'est-ce que c'est l'amour de deux âmes quand deux âmes s'unissent pour faire une âme? Ben, elles parlent. Elles ne produisent pas des enfants, mais des discours. Donc l'amour de l'âme. J'ai résumé ces diverses étapes dans le texte que vous avez sous les yeux. Donc il produit de beaux discours. Des discours qui sont les discours qu'ils ont faits à deux. Ce sont des poèmes qui ont une belle unité. Et puis ça continue, alors je résume. Hein. On est déçu après par les âmes. Donc après, il faut que ça passe à un échelon supérieur. Non pas une âme, mais plusieurs âmes. Et même toutes les âmes... qu'est-ce que ça veut dire ça, toutes les âmes de la cité? Comment pouvons-nous tous nous parler les uns aux autres et pour dire « et ça existe ?» Ça s'appelle, alors je crois que c'est presque impossible à deviner. Hein. Quelqu'un va peut-être trouver ces textes que nous pouvons produire ensemble et qui nous permettent de vivre de belles manières ensemble, tous ensemble. Les lois, absolument, les lois. Donc les lois sont belles. Il y en a même un mot qui donne un peu une valeur à cette formule qui est un peu étrange. Quand nous parlons de la Constitution, le mot Constitution signifie comme que c'est un corpus, on dit même corpus, n'est-ce pas, de lois, bien organisé. Une belle constitution, tout se tient. Et donc, dans la mesure où les parties, la multiplicité forme une unité, c'est beau. Dès qu'il y a unité de plusieurs choses, dès qu'il y a une totalité, alors réunie, il y a beauté.
Et puis après, au-delà de l'amour politique, l'amour qui nous fait nous aimer les lois et donc produire des lois, il y a l'amour du beau en lui-même, et c'est le stade artistique. L'amour du beau en soi, dans les œuvres d'art. Le beau en soi, dans l'œuvre d'art. Et une fois qu'on aime le beau en soi, on ne peut pas ne pas passer après au vrai, au juste, au bien, parce que le beau en soi, c'est des rapports purs, c'est de l'harmonie, on devient amoureux des rapports, des raisons si vous voulez. Donc voilà, tout ce qu'il faut raconter pour montrer pourquoi le beau existe. Si nous n'avions pas le beau, nous resterions enfermés dans l'activité biologique et vitale. Nous ne satisferions que nos besoins vitaux. Nous serions peut-être heureux, mais ce ne serait pas un bonheur intelligent, un bonheur bon. Nous ne connaîtrions pas la morale, ni la connaissance, ni la science. Donc le beau nous conduit vers le bien et vers le vrai, parce c'est la seule idée qui soit à la fois, ça j'essaie de le souligner, qui soit à la fois sensible et rationnelle. Ou si vous voulez, la seule idée qu'on peut voir. Toutes les autres idées, il faut la raison pour les voir. Il faut que l'intelligence fonctionne. Sinon, elles sont difficiles à apercevoir. Ou encore, si vous voulez, c'est la seule apparence qui soit en même temps une réalité. Il suffit qu'une chose paraisse belle pour qu'elle le soit. Donc parfois, on critique Platon de séparer l'apparence et la réalité, de critiquer les apparences, de dire qu'elles sont superficielles. C'est faux, évidemment. En tout cas, c'est faux dans le cas du beau. Platon dit que l'apparence du bel, c'est la réalité du beau. Il n'y a pas d'autre réalité du beau que l'apparence du beau. Ce qui est une pensée magnifique, enfin, je trouve. Voilà, je vais peut-être aller un peu plus vite pour la dernière partie. Pourquoi exclure avec ce qu'on vient de dire, ça paraît impensable d'exclure le théâtre. C'est le chef-d'œuvre. En plus, tous les arts, ils sont rassemblés, n'est-ce pas? Vraiment, c'est comme l'opéra, hein, un peu. Hein, bon. Alors c'est là qu'il faudrait lire le texte que je vous ai proposé, qui est un peu long. M'accordez-vous encore un petit moment? Un petit quart d'heure, 10 minutes, c'est ça? Très bien, parce que peut-être je suis un peu longue, n'est-ce pas, Eliane? Non, c'est très bien. J'hésite un peu, je crois que ce serait bien de lire le texte, enfin, peut-être. Parce qu'il parle de la peinture au début. En même temps, bon, je crains d'être trop long. On va peut-être au moins lire le début donc, de ce texte du livre 10 de la République, où se prononce, où est affirmée donc, la nécessité d'exclure le théâtre tragique de la cité juste. Alors, maintenant, dit Socrate, considère ceci. Quel but se propose la peinture relativement à chaque objet? Est-ce de représenter ce qui est tel qu'il est, ou ce qui paraît tel qu'il paraît? Est-ce l'imitation de l'apparence ou de la réalité? De l'apparence. Et nous comprenons que ce n'est pas un mal. Parce que l'apparence belle, c'est la beauté. C'est la réalité de la beauté. Donc l'art d'imiter est donc éloigné du vrai. Et s'il peut tout exécuter, c'est semble-t-il qu'il ne touche qu'une petite partie de chaque chose. Et cette partie n'est qu'un fantasme, qu'un fantôme, hein, c'est le mot en grec. Hein. Nous pouvons dire par exemple que le peintre nous peindra un cordonnier, un charpentier ou tout autre artisan, sans connaître le métier d'aucun d'eux. Il n'en fera pas moins, s'il est bon peintre, illusion aux enfants et aux ignorants, en peignant un charpentier et en le montrant de loin, parce qu'il lui aura donné l'apparence d'un charpentier véritable. Donc l'artiste est le peintre, spécialiste de l'apparence. Ce n'est pas parce qu'il sait bien peindre l'apparence qu'il sait ce qu'est la chose dont il peint l'apparence. On peut être très bon peintre, par exemple, de nus féminins,
et ne rien connaître en dermatologie ou en gynécologie. C'est même ce qui arrive toujours, je pense. Et inversement, on peut être, n'est-ce pas, très bon dermatologue et ne pas du tout savoir peindre, ou n'est-ce pas, l'apparence de la peau humaine, l'incarnat, qui est si difficile, paraît-il, à rendre, par exemple. N'est-ce pas, ça n'a pas de rapport du tout. Hein. Alors, il faudrait pouvoir commencer à hiérarchiser un petit peu. Donc, il y a le réel, enfin ce qu'on croit être le réel, parce qu'en fait, pour Platon, le charpentier, par exemple, que je vais peindre là, ou l'artisan qui connaît son métier, ce n'est pas l'origine de la réalité. Le réel, il faut le dire tout de suite, sinon on ne comprend pas, c'est déjà une image je parle du réel de l'artisan, hein. Le réel de l'artisan, oui, du charpentier ou du cordonnier. C'est une image d'une image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la plupart des Grecs, toute technique est une reproduction d'après un modèle qui est une idée. Faire une table, c'est avoir l'idée d'une surface plane et de pieds. En gros, ça suffit pour avoir l'idée de ce qu'est une table. Alors après, on peut varier, hein, mais bon, je pense que si on enlève les pieds ou la surface plane, il n'y a plus de table. Et cette idée d'une surface plane et d'un pied, elle est éternelle. C'est une idée comme le vrai, le beau, le juste, pas le beau. Le beau n'est pas une idée à part, mais comme le vrai, le juste, ou le bien, qui sont aussi des idées. Et donc l'artisan ou le technicien, quand il produit une table, imite une idée qu'il a dans sa raison, et que sa raison tient en dernière analyse des dieux. Ce sont les dieux qui sont les fabricants et les créateurs d'idées. Bon. Alors ces images qui sont fidèles à une idée, quand je vois une table, n'est-ce pas, c'est une image d'une chose qui est déjà dans l'esprit des dieux. Et il appelle ces images qui sont des reproductions d'une... Alors je dis, oui, peut-être qu'il faudrait que pour être plus clair, que je dise... Image d'image. On ne peut pas le comprendre directement dans ce texte-là. Il faudrait plutôt dire image d'une idée. En fait, le réel est bien une image d'une image. Mais bon, dans ce texte-là, ça ne serait pas compréhensible. Image d'une idée. Ce que fait maintenant l'artiste, c'est une image de cette image. Je vais peindre une chose que fait un artisan, ou l'artisan, il dit, hein, je vais peindre un charpentier en le montrant de loin. Mais ça ne trompe personne. Cette image est une image qui renvoie bien à une réalité qui est celle du métier. Donc l'artiste fabrique une image d'une image. Et cette image qui ne trompe pas que les enfants, hein, les ignorants, dans le texte c'est bien dit à la ligne 10, mais qui ne trompe pas ceux qui savent ce qu'est la peinture, il appelle ces images-là des icônes. Ce sont les bonnes images. Ce mot a une fortune extraordinaire, n'est-ce pas, dans la théologie orthodoxe, évidemment, hein, l'iconographie, évidemment. Bon, ce sont les images qui sont à la ressemblance de ce dont elles sont l'image, des images fidèles, et qui ne prétendent à aucun titre prendre la place de ce dont elles sont l'image. Au contraire, que fait l'homme de théâtre? Alors on va un peu plus vers la fin, le dernier paragraphe. Lorsque nous considérons la tragédie et Homère, qui en est le père, Homère, certaines personnes prétendent que les poètes tragiques connaissent tous les arts, toutes les choses humaines qui se rapportent à la vertu et au vice, à la morale, et même les choses divines.
Parce qu'il faut qu'un bon poète, un bon producteur, pour bien traiter les sujets qu'il met en œuvre, les connaisse d'abord, sous peine d'échouer dans son effort. Il nous faut donc examiner si ces personnes, étant tombées sur des artistes qui ne sont que des imitateurs, ne se sont pas laissés tromper, et si, en voyant leurs œuvres, il ne leur a pas échappé qu'elles sont éloignées du réel de 3 degrés. Et que sans connaître la vérité, on peut les réussir aisément, car ces poètes ne créent que des fantômes, que des fantasmes, à prendre au sens de tout à l'heure, au sens d'illusion. Ou, s'il y a quelque chose de solide dans ce que disent ces mêmes gens, et si en effet les bons poètes connaissent les choses sur lesquelles le commun des hommes juge qu'ils ont bien parlé. Et voilà le problème qui est posé. Dans quel cas la tragédie, le théâtre, est-il fidèle à la réalité? Eh bien, dans le cas de la comédie, ça passe. Platon ne dit pas que c'est une œuvre essentielle, mais il accepte la comédie parce qu'elle ne traite pas de sujets graves et sérieux, comme la guerre, la paix, la justice. Elle fait rire. Elle a un rôle éducateur, secondaire. Par contre, le théâtre, et Homère en est le témoin, parle des grandes choses, les choses les plus importantes, la bravoure au combat, la valeur morale des héros, etc. Et là, on ne peut pas se permettre d'accepter des illusions. Or, ils font illusion. Alors, on retrouve l'illusion scénique, et ces images qui sont des images d'images, là, en fait, ne sont pas des images d'images, mais prennent la place de la réalité. Ce sont vraiment des fantasmes, c'est le mot qu'emploie Platon, et il les nomme aussi, pour montrer leur caractère dangereux, des idoles. D'où le mot idolâtrie. Donc les fantômes ou les fantasmes du théâtre. Mais on pourrait en dire même chose du cinéma. Hein. Moi, je suis frappé du pouvoir qu'a le cinéma sur les jeunes gens et les jeunes filles dont je m'occupe dans mon enseignement. Hein. Je ne sais pas comment vous-même vous avez procédé, mais dans mon enfance, j'ai découvert le monde à travers les livres. Pour eux, les grandes expériences humaines, elles se décrivent à travers des scènes de cinéma. Et il y a un pouvoir d'empreinte et d'imagination, passant par l'affectif, par l'émotion, qui est beaucoup plus grand, semble-t-il, que le livre. En fait, c'est l'effet de réalité. C'est aussi, je pense, c'est ça. Ce que Platon dénonce, c'est parce que les acteurs, dans la tragédie, incarnent. Ils sont. Et donnent un effet de réalité. Totalement. En concurrence avec la politique de la cité. Enfin, il semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et qui risque de pervertir, d'une certaine manière, le peuple, enfin, les gens qui les écoutent et qui y croient. Non, c'est pas ça? Ah, mais parfaitement. J'ai presque rien à rajouter. Au cinéma, c'est l'effet de réalité qui a sa puissance. Alors voilà. Parce qu'on ne regarde pas une image cinématographique comme une dénotation qu'il faut connoter autrement. C'est parce qu'au cinéma, ce qui est l'image n'est que l'image d'autre chose, souvent. Il faut lire et si on ne lit pas le cinéma de manière métaphorique, eh bien on tombe dans des pièges parfois. Hein. Voilà, il faut lire au 2e ou au 3e degré, comme on dit parfois vulgairement, mais il y a plusieurs niveaux de lecture. Et avec l'effet de réalité, on peut être trompé. Et c'est la même chose. Enfin, oui. Finalement, on retombe chez... Non, mais il y a mieux, quand même, mieux. C'est une illusion. Ah oui, il y a pire. Mieux. Il y a beaucoup mieux. Qui va beaucoup plus loin que l'illusion du théâtre antique. Ah, c'est ça. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Merci beaucoup à vous deux. Alors je reviens sur ce que vous dites après, oui. En quoi le théâtre concurrence-t-il la vie politique? Parce qu'il y a dans la cité grecque un métier qui n'est qu'un métier de parole. Ce n'est pas un métier sérieux. Ce n'est pas un métier où on fabrique des objets utiles, n'est-ce pas, des maisons, des vêtements. Pour Platon, il y a 4 métiers sérieux, de base. L'agriculteur, évidemment, le charpentier, la maison, l'abri, se nourrir, s'abriter, se vêtir, le tisserand, et il dit, pour faire harmonieux, un 4e, le cordonnier.
Bon, c'est comme ça. Parce que il faut toujours qu'il y ait 4, hein, ça facilite les proportions après. Bon, voilà des métiers sérieux, on produit des choses utiles. Ça, c'est pas du cinéma, si j'ose dire. C'est du sérieux. Mais il y a un métier extraordinaire, qui apparemment est tout à fait artificiel, mais qui est le plus fondamental de tous, parce qu'il coordonne les autres, un métier de parole, qui est précisément le métier politique. L'homme politique, ses actions, ce sont des paroles. Il prend la parole et il produit des textes qui sont des lois. Donc le législateur doit donner une illusion de vérité. Il faut quand même qu'on puisse savoir s'il est compétent ou pas compétent. Or, au théâtre, on voit des personnes qui paraissent compétents et qui ne savent rien de ce qu'elles disent. C'est pas quand on voit Gérard Depardieu jouer à l'avocat, Gérard Depardieu jouer au chirurgien, Gérard Depardieu jouer à ce que vous voulez, n'est-ce pas, à l'homme politique. Mais il ne sait rien de tout ce qu'il montre. Mais il joue très bien. L'apparence est parfaite. Et donc c'est pour ça. Absolument, absolument. Il y a à l'époque de la démocratie grecque, le théâtre concurrence la rhétorique, l'art de parler, qui est la technique, c'est une technique qu'on doit apprendre l'homme politique pour persuader et convaincre la foule. Sinon, tout s'écroule, n'est-ce pas, en démocratie. Alors, je vous ai d'ailleurs donné la belle phrase de Fénelon, hein, à Athènes, tout dépend du peuple, mais le peuple dépend des orateurs. Dans cette condition, le théâtre, à cause de sa force de réalité, ça doit être chassé. Absolument. Et pour rebondir à l'intervention de M. Kiras, alors la télévision, évidemment, ça, Platon interdirait à un homme politique de paraître à la télévision. Alors De Gaulle a su utiliser, il a su utiliser merveilleusement la télévision, absolument. Oui, oui, absolument. Oui. Alors, bon, vous devez. Par rapport à l'illusion des théâtres, je pense que si Platon avait pu rencontrer Brecht, ils auraient eu une conversation intéressante. Sur la distanciation, précisément. C'est ça, la distanciation, la distance. Garder la distance. Oui. Alors, oui. Il aurait été intéressant qu'il rencontre Paul Klee aussi, qui a dit que l'art pictural, ce n'était pas montrer le visible, mais rendre visible. Là, il y a une nuance extraordinaire. Oui. Rendre visible ce que le réel nous cache, parce que le réel fuit toujours devant nous. Alors, voilà. D'une certaine manière, je pense qu'on est à l'articulation de quelque chose. On peut conclure là-dessus. Oui, oui, oui. Je vais peut-être conclure là-dessus en disant un petit mot dans la partie 5 que je n'ai pas marqué ici, à laquelle j'ai une découverte que j'ai faite en repréparant la séance après. Qu'est-ce que c'est le réel? Parce que nous n'avons affaire qu'à du sensible. Et je précise d'ailleurs pour Platon, contrairement à ce que disent beaucoup de mauvais philosophes, n'est-ce pas? Il n'y a pas deux mondes pour Platon. Il n'y a pas le monde sensible et le monde des idées. Il y a un seul monde par rapport auquel nous avons deux rapports différents. Soit un rapport seulement sensible, et nous sommes immergés dans le sensible, soit un rapport sensible et en même temps intelligent. Et nous rendons visibles à ce moment-là des rapports qu'autrement nous ne verrions pas sans notre raison. Alors qu'est-ce que c'est le réel? Alors c'est une vieille formule qu'on retrouve dans la Bible aussi. Le réel, pour dire d'une formule, c'est un problème aussi. C'est les poids et mesures. Vous savez, l'administration des poids et mesures. Le réel, c'est ce qu'on peut peser et mesurer. Si on peut peser et mesurer, la Bible reprend ça, hein, n'est-ce pas? Je cite d'ailleurs le texte, Dieu a créé le monde. Vous retrouverez la citation avec le nombre, poids et mesure. C'est dans le livre de la sagesse, dans la Bible. Bon. Alors quand on dit ça, on ne voit pas le rapport avec les images, avec les apparences. Le réel, c'est donc ce qu'on peut peser et mesurer. Quel rapport avec les apparences? Et alors, il y a une théorie dans le Timée qui est incroyable de Platon, qui vraiment, là je m'inspire d'un ouvrage qui n'est, c'est pas moi qui ai trouvé tout à fait l'idée, c'est Jean-François Mattei, dans un ouvrage publié cette année-ci, qui s'intitule « La puissance du simulacre dans les pas de Platon,
aux éditions Françoise de Bourin, donc Jean-François Météi, que je cite mais un peu mes sources. Mais Météi ne fait pas le rapport avec le théâtre. Donc c'est moi qui le fais. Bon, je pense qu'il y en a un. Dans le Timée de Platon, Platon essaie de comprendre comment les dieux ont créé le monde physique, le monde qui finalement nous apparaît. Eh bien, les dieux, pour former les corps, utilisent des triangles équilatéraux qui vont se combiner pour former, une fois qu'on a formé des plans, former après des volumes, des solides. Et finalement, il dit, toute la réalité est basée sur 5 solides. Les fameux polyèdres, 5 solides réguliers de Platon. Donc il y a le tétraèdre, avec 4 faces, tétraèdre donc. Il y a le cube, à 6 faces, l'hexaèdre, n'est-ce pas, etc., etc. Et je vais un peu plus vite, qui sont tous faits à partir de triangles, n'est-ce pas? En composant des triangles, on peut obtenir ces 4, et j'en oublie un, le 5e, mais pour la réalité physique, 4 de ces polyèdres réguliers correspondent aux 4 éléments fondamentaux, l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc il prétend, par exemple, la terre, c'est le cube. On peut un peu le comprendre, et c'est quelque chose qui est assis, qui est plat déjà, c'est ça, et tout peut reposer dessus, n'est-ce pas? La terre comme élément, hein, la terre comme élément sensible. Par contre, la terre comme sphère, c'est le fameux dodécaèdre, et c'est le 5e et le dernier. La terre est comme un dodécaèdre, et j'ai pensé en venant en voiture. On m'a dit que les ballons de football étaient composés de 12 parties régulières, exactement comme dit Platon de la Terre. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Quelqu'un le sait peut-être dans la salle? Oui, c'est ça, c'est bon. Donc, et il y a des raisons physiques, ça tient mieux comme ça, je ne sais pas, c'est plus solide, j'en sais rien. Et donc, il y a des formes géométriques qui produisent des éléments sensibles. L'eau, et Platon finit par dire ces éléments sensibles, à la fin, quand ils se composent, produisent les fameuses qualités sensibles que nous sentons, le chaud, le froid, le sucré, la mer. Et voilà comment toute notre expérience du monde peut se comprendre à partir d'un calcul fait par l'artisan divin. Là, le technicien divin qui produit le monde à partir de nombres et de formes géométriques. Question: quelle différence avec les images de synthèse? C'est la même chose. C'est la même chose. Alors les philosophes ou les penseurs qui disent que les images de synthèse ont aboli la réalité, et tout est simulation, tout est apparence, mais Platon ne leur dirait pas du tout. Voilà un monde qui est simulé par un calcul. Le réel est produit par une simulation géométrique, mais la simulation reste subordonnée à la réalité, parce que les choses sont comptées, mesurées, n'est-ce pas? Dans les apparences des images de synthèse, derrière elles, il y a du calcul, de la raison. Donc le réel n'est pas perdu. Donc on peut vraiment dire que à la fois Platon se méfie des images redoutables de l'art, et en même temps il arrive à dire que l'image peut être entièrement soumise à la raison, et peut-être entièrement subordonnée au réel. C'est à travers les images, à travers les simulations, que nous pouvons avoir accès au réel. Puisqu'il suffit de connaître, quand on voit des films, comment dit-on, des films en 3D, si nous sommes ingénieurs, nous pouvons savoir comment ça a été fait. Donc l'image précède le réel. C'est ça l'image de synthèse. Et bien, chez Platon aussi, les apparences sensibles sont produites par des formes géométriques régulières. Et les mathématiciens ont pu démontrer, entre-temps, que les fameuses 5 solides réguliers, donc le cube, je pourrais... Quand Fortune n'est pas là, mais si vous voulez, je pourrais déposer sur le site de
du centre, une page de Platon, 2 citations du Timée et les fameuses figures avec les rapports avec les éléments, n'est-ce pas? Où on voit que la simulation n'est pas du tout une perte du réel. Le réel est encore tout à fait accessible et connaissable. Autrement dit, nous n'avons pas à avoir peur d'être noyés dans les images. Le rapport au réel est entièrement maintenu. En tout cas, Platon le dit et l'affirme. Oui. On ne peut pas polémiquer ni avec les dieux ni avec Platon, bien entendu. Mais on peut quand même émettre l'idée qu'il y a des forces qui mettent en question éventuellement cette belle harmonie des choses. Alors lesquelles, par exemple? Des forces telluriques, des forces cosmiques, etc. Qui, là, dont on ne tient pas compte dans ce beau système. On ne peut pas en tenir compte. D'ailleurs, c'était bien étranger à Platon, à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on sait très bien que la Terre n'est pas éternelle, que le monde va finir, enfin, et qu'il y a des forces qui mettront en question c'est possible, et que nous vivons de ce fait-là dans une perception plus subjective du monde peut-être que ça. Non, j'ai dit bêtise, là. Mais vous avez tout à fait le droit de le penser, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, mais Alors, ça me vient comme ça, je parle comme je le sens, comme ça. Hein, ce n'est pas une réflexion très approfondie, mais j'ai la sensation quand vous y a dites, des forces qui vont au-delà de ça. Et pas seulement dans les sciences physiques. dans les sciences physiques, mais aussi dans la conception de l'art. D'accord. Aujourd'hui. D'accord. Quand je lis Deleuze dans Logique de la sensation, par exemple, il parle justement de ça, des forces. Des forces. Bon, je ne peux pas le développer ici, c'est trop complexe, et puis je ne vais pas tout. Ce que vous dites est très pertinent. Mais c'est très passionnant en même temps. Et c'est très passionnant quand on compare le rapport de Velázquez à Bacon, par exemple. Comment il montre que ce que fait Bacon se trouvait dans le portrait de 1910, c'est ça, se trouve déjà présent chez Velázquez. Mais Velázquez l'a masqué sous une forme de représentation acceptable à l'époque, alors que Bacon l'a, dit-il, hystérisé. C'est-à-dire qu'il a montré les symptômes qui étaient présents dans l'œuvre de Velázquez et il leur a donné une forme nouvelle. Donc, là, pour parler de ça, il parle de l'idée que l'art, c'est finalement la mise en évidence de force. De ce type-là. Alors, de force, alors je ne sais pas, il faudrait expliquer le concept de force chez Deleuze, je n'ai pas très bien compris. Voilà. L'interprétation de Deleuze sur Bacon, évidemment, en ce qui me concerne en tant que peintre, ne me satisfait pas vraiment. Ah ben non, moi je ne sais pas si elle me satisfait. Mais j'essaie de la comprendre. parce que Bacon dit une chose très juste dans ses entretiens avec Sylvester, que je connais. il se situe par rapport au monde, tout ça. Il se situe également par son père spirituel qui est Picasso, qui est très très bien. Mais il se situe par rapport au monde, et notamment, il y a avant et il y a après la bombe. Il y a avant et après la bombe. Atomique. Oui. Mais il dit aussi qu'il se situe Et le par drame rapport du à monde sa n'est plus propre le même. souffrance aussi. Pardon. Par rapport à sa propre souffrance. Oui, bien sûr. Par Oui, oui, par ses bien sûr. symptômes, Oui, par son homosexualité son aussi. homosexualité, etc. C'est très important. Mais ce rapport du monde tel qu'il est posé avant et après l'existence de la bombe change complètement le rapport de l'art. Alors, je suis d'accord aussi avec cette révélation éventuellement du fantôme de Velázquez derrière. Le fantasme. Ou Bacon derrière Velázquez, on va le mettre dans le sens historique. Voilà, c'est pour montrer que l'art aussi, c'est un rapport interpersonnel entre les Mais c'est artistes aujourd'hui. Beaucoup, vous l'avez dit aussi en parlant de Bacon et Picasso, il y a la très belle exposition qu'on a vu à Paris. Et j'aurais aimé parler de votre travail, mais on n'a pas le temps. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, mais ça avait à voir. Oui, ça avait à voir avec ce que j'ai ça dit avait à avant, voir, oui, c'est surtout sûr. ce tableau là-bas, Oui. où, comment je pourrais dire, sur Dionysos, que vous arlequinisez un tout petit peu. J'ai pensé à, excusez-moi, je Oui. à Picasso, justement. Oui. Et je vois que vous avez apporté de la vie à une sculpture, d'abord en lui restituant la polychromie, pardon, oui, c'est ce que je voulais dire.
et en même temps, en mettant des regards parfois aux statues. Ici, là, par exemple. Oui, bien sûr, Hein, mais c'est voilà. Et ça, c'est intéressant, mais il faudrait développer le sens de tout ça. c'est le visage de Dionysos, Voilà. qui a été totalement transformé et dévoyé par les Romains. Dionysos, c'est pas Bacchus, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est bien plus profond que ça. Je pense que monsieur l'expliquera beaucoup mieux que moi. Non. Mais, Vous l'expliquerez mieux que moi. J'ai voulu, justement, Dionysos-là, arléquinisé, pardon, je ne vais pas y arriver, introduire dans le fond cette ambiguïté de l'histoire de Dionysos. Oui. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Hein, voilà. Merci de l'avoir en tous les cas souligné. Voilà. Voilà. Mais trouvez, oui, Il y oui, a oui. d'autres choses. Voilà. Oui. Pourquoi Platon nous entraîne quand même dans des réflexions? Moi, oui. Mais vous avez parlé de l'art contemporain, mais ce qui me frappe, c'est les files d'attente immenses devant les musées, de personnes qui n'ont pas d'instruction artistique. Vous savez ce qu'on appelle l'art de masse. Pourquoi ces gens sont-ils prêts à faire des sacrifices, à attendre au froid, dans la pluie, pour voir pendant quelques moments des peintures comme cela? Moi, je crois qu'il y a un fond platonicien dans l'être humain, alors que l'art contemporain, lui, est un art complètement chaotique, anarchique, il n'y a plus de principe, au sens propre du mot anarchie, il n'y a plus de principe. Abstrait, oui, qui ne sait plus où il est, à l'image peut-être de notre monde d'aujourd'hui, qui a perdu des repères classiques. Il y a dans le grand public un vieux fond, je crois, au fond optimiste. On a quelque chose on s'élève quand on rencontre une œuvre d'art. On devient meilleur. N'est-ce pas? Non? C'est forcément qui disait monsieur, parce que ça débouche sur la catharsis, le besoin de purification, et bah, c'est exactement ça. Peut-être, oui, peut-être. Oui. Il y a Delcroix qui a fait un bouquin, vous avez certainement vu, non? Ça s'appelle Chanter, un philosophe. Et ça, les philosophes aujourd'hui parlent beaucoup de l'art d'ailleurs, parce que c'est peut-être la chose qui nous sauve un peu, de la. Je ne suis pas sûr de leur... Oui, oui, non, oui. Oui, exact, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, l'art contemporain, non, enfin, sans doute que non, oui. Oui, je ne suis pas sûr non plus. Moi, la question est posée. Oui, la question est posée. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole, dire quelque chose? En tout cas, un grand merci à tout le monde pour merci pour votre patience, merci beaucoup. Merci. C'est moi. Et puis peut-être vous rendre sur le site du centre Bien-Aimé. Il y a donc un site où vous pouvez intervenir, écrire, et donc je répondrai. Oui.